remercions Madame Antonia Rakutorville d'avoir éclairé nos pensées et nos idées sur le rôle du juge dans l'évolution du droit administratif. Nous invitons donc par la suite Monsieur Anjianaina Rabarsou, magistrat administratif, d'exposer le Conseil d'État, conseiller de l'État. À vous la parole. Je vous remercie, Madame la modératrice, de m'avoir donné la parole. Alors, il est toujours très difficile de passer en dernier, surtout lorsque l'on intervient après d'aussi éminents collègues, et surtout Madame le professeur, qui m'a déjà fait part de tout le bien qu'elle pense du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc, je m'attends à en prendre pour mon grade après mon exposé. Mais bien, ce sont les risques du métier. On les connaît, les risques du métier. Alors, assumons cette présentation. Alors, que pouvais-je donc rajouter d'intéressant après tout ce qui a été dit aujourd'hui, sachant que du côté du contentieux, justement, donc, tout a été plus ou moins abordé. C'est la raison donc qui m'a poussé à aller au-delà du contentieux, on va dire, mais parler aussi d'un thème qui a un rapport peut-être un peu plus lointain par rapport à notre thématique de ce jour qui concerne donc l'arrêt Blanco. Pour commencer, donc, je vais vous donner 2 dates et je demanderai à notre jeune ami français de ne pas dire à quoi correspond la première. Tout le monde connaît la deuxième puisqu'on célèbre son 51e anniversaire aujourd'hui, mais la première, c'est quoi ? À votre avis, ça pourrait être quoi? Eh bien, je vais vous donner la réponse. J'espère quand même que je vais vous réveiller de votre sieste avant la fin de mon exposé. La première date correspond à la création du Conseil d'État. La deuxième, on l'a dit, c'est l'arrêt Blanco. Vous remarquerez tout de suite qu'il y a plus de 73 années qui séparent les deux. Je vous pose encore une autre question. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait, ces conseillers d'État, pendant 2 générations, puisque ça fait quand même 73 ans? Est-ce qu'ils se sont tournés les pouces? Est-ce qu'ils ont été payés à ne rien faire? Eh bien, ils ont conseillé l'État. C'était ça, leur fonction première. Ce qui m'amène donc à vous exposer aujourd'hui ce qu'on appelle les fonctions consultatives des juridictions administratives. Parce qu'en réalité, je vais vous faire un peu d'histoire, tout a commencé par ça. Donc nous allons voir successivement les 4 points qui sont là. Vous les voyez, je n'ai plus besoin de les lire. Je passe directement à l'historique. Et donc la création du Conseil d'État. Et là, je vais vous montrer cette photo qui illustre la création donc, de ce Conseil d'État. Au milieu, il y a Napoléon. Et à ses côtés, il y a donc les conseillers d'État de l'époque. Et l'inscription qui était écrite en dessous de, je ne sais pas si c'est une gravure ou c'est des statuts, c'est Conseil d'État, coopérer au dessein que je forme pour la prospérité des peuples. Et voilà donc ce qui était écrit dans la Constitution du 22 Frimaire en 8, ça c'est l'an révolutionnaire qui correspond à la date du 13 décembre 1799 que je vous avais indiqué au tout début. Dans cette Constitution, il est écrit noir sur blanc, donc, l'article 52, sous la direction des consuls, parce qu'il y avait les consuls, il y en avait 3, puis un premier qui est devenu empereur, c'est Napoléon. Un Conseil d'État est chargé de rédiger, il s'agit bien de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et aussi, mais là, très accessoirement, malheureusement, résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Et l'article 53 de cette même Constitution rajoute même que c'est parmi les membres de ce Conseil d'État donc que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole du gouvernement devant le corps législatif. Imaginez, à l'époque, il y avait un gouvernement, il y avait des ministres, et donc les ministres, s'ils voulaient faire adopter un texte qui les concernait, n'importe quel département, prenons l'exemple de l'agriculture, eh bien, le ministre de l'Agriculture est donc obligé de demander au Conseil d'État de rédiger le texte qu'il voudrait
faire adopter. Et après, quand ce texte il est adopté en Conseil d'État, ce sont les membres du Conseil d'État qui vont aller devant le Parlement et qui vont défendre ce texte devant le Parlement. Et Napoléon, et ce qui était aussi donc considéré comme extraordinaire, puisque c'était unique dans l'histoire de France, vous voyez aussi sur la photo qui illustre bien cela, le Conseil d'État à l'époque était sous la présidence directe du premier consul tout d'abord et ensuite qui est devenu empereur, et avec sa présence effective. C'est-à-dire qu'il n'était pas symboliquement le président du Conseil d'État comme actuellement donc en France. Le président du Conseil d'État, c'est le Premier ministre, mais c'est un titre symbolique. Il ne vient au Conseil d'État qu'environ une fois par an, pour prononcer un discours. Mais après ça, il y a un vice-président qui est vraiment le grand boss de la maison et qui est le vrai chef du Conseil d'État en France. Et ça, c'est l'histoire qui explique cela. Mais au tout début, donc, Napoléon, qui était le chef de l'État, il était le président du Conseil d'État et il y siégeait effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait Napoléon au sein du Conseil d'État? Je vous le disais, donc, il rédigeait la plupart des textes. Et là, je ne puis m'empêcher de faire un petit clin d'œil à nos amis privatistes, parce que Napoléon, l'histoire le retiendra comme l'auteur de ce qu'on appelle les codes de Napoléon. En fait, il y en aura 5. Et donc, leur travail de l'époque consistait à rédiger, soit à rédiger eux-mêmes, donc, ou bien soit à valider les textes qui étaient déjà rédigés par les autres personnes. Et donc, leur œuvre principale que l'histoire retiendra, ce sont ces 5 codes-là, Napoléon. Le code civil, eh bien là, oui, nos amis privatistes, c'est en Conseil d'État que le code civil a été adopté à l'époque. Et on suppose, enfin on ne suppose pas, c'est vérifié, Napoléon avait de vraies compétences de juriste, puisqu'il débattait article par article du code civil, donc en Conseil d'État. Il y a un reportage, enfin non pas un reportage, mais une conférence qui avait été faite par le Conseil d'État français sur le sujet. Si vous voulez le retrouver, allez sur YouTube et au lieu de taper Malaélisation, par exemple, tapez le Conseil d'État napoléonien. Et vous allez tomber sur une vidéo d'une conférence qui a été donc faite par l'ancien secrétaire général du Conseil d'État et d'où j'ai puisé énormément d'éléments pour préparer cet exposé. Et à l'époque, donc, Napoléon, on disait que, ou du moins au tout début, il avait cette phrase que je trouve formidable de la part d'un chef de l'État qui siège donc parmi ses conseillers. Il disait « Je ne me fâche point qu'on me contredise, je souhaite qu'on m'éclaire ». C'est-à-dire qu'au sein du Conseil d'État, il était donc possible pour les conseillers d'État de le dire en face. Vous vous trompez complètement sur ce sujet, il faut faire dans ce sens. Et au moins au tout début, puisqu'on considère que jusqu'en 1810, où Napoléon siégeait régulièrement au sein du Conseil d'État. Après ça, donc, il était en campagne en dehors de la France, et après ça aussi, on connaît comment ça a terminé. Mais durant cette époque que les conseillers d'État considèrent comme bénie, il y siégeait donc, et sous sa présidence effective, on débattait des projets de texte. Et le Conseil d'État était composé donc de membres très très hétéroclites. Il y avait toutes les compétences. Et il avait aussi, Napoléon, cette phrase que je trouve absolument formidable, puisque les conseillers d'État, donc, qui avaient diverses origines et diverses compétences, s'aimaient comme chien et chat. Eh bien, il leur disait « Je ne vous demande pas de vous aimer les uns les autres. » Ben oui, Napoléon, ce n'était pas Jésus-Christ. « Je ne vous demande pas de vous aimer les uns les autres. Je vous demande de travailler ensemble. » Et c'est ainsi donc qu'il a mis en place ce système-là en France. Et le système s'est exporté par la suite dans divers pays. Mais le Conseil d'État actuel en France, ça ressemble à ça. Si je ne me trompe pas, c'est la salle de l'Assemblée générale, une des salles des sections administratives. On débat comme ça, donc, lorsque le Conseil d'État français est saisi d'un texte rédigé par un ministre. Et donc, il a ce double fonction qui est à la fois conseiller du gouvernement et juge administratif suprême.
Et la Constitution française actuelle prévoit donc des consultations obligatoires pour les textes les plus importants. L'article 38 concernant l'adoption d'ordonnances et 39 pour l'adoption des lois ordinaires. C'est-à-dire que tout projet de loi, tout projet d'ordonnance en France doit passer obligatoirement par le Conseil d'État qui valide le projet avant qu'il puisse donc aller être débattu en Conseil des ministres. Et depuis 2008, il y a une réforme constitutionnelle qui étend donc aussi cette compétence du Conseil d'État à même pouvoir être consulté par les parlementaires cette fois-ci pour donner aussi donc son avis juridique sur les propositions de loi qui sont rédigées par les parlementaires. Ce système a été diffusé à travers le monde et là j'ai retrouvé une photo que je trouve formidable du Conseil d'État égyptien. Photo formidable parce que là, à l'évidence, dans la salle, là, il y a une majorité féminine écrasante. Et donc, mesdames, c'était un jour heureux pour le Conseil d'État égyptien. Les choses sérieuses peuvent commencer maintenant. C'était en 2021, le jour où les femmes pouvaient siéger pour la première fois au Conseil d'État égyptien. Et ce Conseil d'État égyptien, pour la petite histoire, en plus d'avoir les compétences consultatives que je disais, comme tout à l'heure, qui ont été inspirées du droit français, eh bien, le Conseil d'État égyptien aussi est obligatoirement consulté lorsque l'État va conclure ce qu'on appelle un grand contrat. Et vous imaginez un peu les conséquences si le Conseil d'État applique les principes que ma collègue vient tout discrètement de vous faire passer, là, sans que vous ne bronchiez. Les conséquences pourraient être terribles. Et donc, ces fonctions consultatives, elles existent dans plusieurs pays, ce n'est pas seulement en France. Là, nous avons l'exemple du Conseil d'État égyptien, mais il y en a aussi donc, en Colombie, en Thaïlande, et aussi, bien entendu, dans les pays qui étaient conquis par Napoléon après, l'Italie, la Belgique, où le Conseil d'État est sous la présidence du roi, mais symbolique. Et ces fonctions, même si elles sont mal connues du grand public, il y a beaucoup de secrets qui entourent ces fonctions. Et il faut reconnaître que le Conseil d'État français lui-même ne communique pas vraiment beaucoup sur ses attributions consultatives. Et c'est pour ça que si vous recherchez donc dans la littérature juridique, si vous faites des recherches de contentieux, il y en a. On peut y passer toute une vie sans en connaître le dixième, mais sur les fonctions consultatives, c'est vraiment assez rare d'en trouver. Et pourtant, ces contributions, ces fonctions consultatives ont contribué très très largement au rayonnement de ces juridictions administratives suprêmes. Là, j'ai une photo du Conseil d'État de Thaïlande qui débat donc d'un projet de texte. Quels sont les caractères généraux donc de ces attributions consultatives? Ben voilà, il y a la première règle, c'est le secret. C'est lorsque le Conseil d'État débat d'un texte comme ça, ce n'est pas des séances publiques, comme ici on est dans la salle d'audience de la Cour suprême, qui est une salle d'audience publique à votre place aujourd'hui, cher public. Il y a les justiciables, les portes sont aussi grandes ouvertes à chaque fois qu'il y a audience. Sauf chez nous encore en matière fiscale, eh bien, en matière consultative, c'est tout le contraire, c'est le secret, on n'en parle pas, et il y a un dialogue tout à fait franc, direct, sincère, qui s'installe entre les conseillers d'État d'une part et l'administration d'autre part. Et donc, oui, ça m'amène à signaler le deuxième point qui fait que les saisines du Conseil d'État ne peuvent être faites que par les administrations. Ben, nous sommes là avec Madame la représentante de Monsieur le bâtonnier. Si on commençait à recevoir les demandes d'avis des particuliers, on empiéterait sur votre champ de compétences. On n'a absolument pas le droit de faire ça, mais c'est quand l'administration nous demande un avis juridique seulement que nous intervenons. Comme je le disais tout à l'heure aussi, donc, il y a ce dialogue entre les deux parties, et ce qu'il faut aussi retenir après, alors là vous allez peut-être me poser des questions après, c'est que ces attributions consultatives ne sont pas contraignantes, ni pour le Conseil d'État, ni pour l'administration. Je m'explique.
Lorsqu'une administration demande l'avis juridique donc, du Conseil d'État concernant un projet de texte, et qu'après ça, imaginez que le Conseil d'État rende un avis très défavorable sur le texte, l'administration peut dire « Oh, on n'en tiendra pas compte, on va faire adopter le texte », et le texte est adopté. Eh bien, si c'est un projet de texte réglementaire, on va dire que c'est un projet de décret, le décret est adopté, et qu'après, donc, il y a un particulier qui saisit le Conseil d'État en matière contentieuse cette fois-ci pour demander l'annulation de ce décret. Eh bien, comme c'est non contraignant, ça ne lie pas non plus le Conseil d'État, qui est alors libre, soit d'annuler le décret, soit de rejeter le recours à l'annulation. Parce qu'on considère qu'il y a une distinction nette entre les deux fonctions et des règles sont plus ou moins établies qui font que celui qui a conseillé, celui qui a rendu l'avis juridique, que ce soit favorable ou défavorable, ne pourra plus siéger après donc en matière contentieuse pour statuer sur la même affaire, et cela dans l'intérêt de l'équité et de l'égalité des parties. Cela étant, ce n'est pas une perte de temps de saisir le Conseil d'État. Si on le fait, c'est parce que cet avis juridique a une autorité morale que l'on estime forte. Et dans les pays où il y a les attributions consultatives, lorsque les juridictions administratives émettent des avis défavorables, et je vous dis qu'ils en émettent, eh bien, il serait vraiment très, très hasardeux pour l'administration de persévérer dans cette voie en dépassant donc cet avis défavorable. Parmi les autres critères aussi donc, généraux de ces attributions consultatives, c'est que premièrement, le Conseil d'État examine surtout la régularité juridique du projet de texte. La régularité juridique par rapport au droit existant, donc, est-ce qu'il est conforme à la loi si c'est un projet d'acte réglementaire? Et là se pose la question si c'était chez nous, parce qu'il y a une compétence exclusive de la HCC chez nous pour dire ce qui est constitutionnel et ce qui est anticonstitutionnel, alors que dans la plupart des pays du monde et en France, ça a été très évoqué par beaucoup de nos intervenants aujourd'hui, le principe de clarté, de l'intelligibilité des textes, qui a valeur constitutionnelle aussi à Madagascar, puisqu'il y a un avis de la HCC chez nous qui l'a consacré. Et ce principe fait qu'il est interdit de faire adopter une loi qui n'est pas claire, qui n'est pas immédiatement applicable après, parce qu'il y a des termes qui prêtent à confusion. Et l'intérêt justement de saisir les juridictions administratives avant de faire adopter ces textes, c'est d'éviter cette censure de la juridiction constitutionnelle et de faire en sorte qu'il y a donc des juristes qui, en amont, examinent déjà si le texte pourrait passer le cap du contrôle de constitutionnalité par la juridiction constitutionnelle ou pas, en lisant article par article les textes et en vérifiant donc point par point ces points que je viens d'évoquer là. Et bien entendu, donc, les juridictions administratives suprêmes, lorsque elles statuent en matière consultative, ne discutent pas des choix politiques. C'est-à-dire que l'administration, surtout, donc, est là par la volonté politique du peuple à travers les élections. Et dans ces élections-là, les candidats, qui étaient encore des candidats à l'époque, ont fait des promesses, et c'est sur la base de ces promesses-là, donc, qu'après, ils vont faire leur programme politique. Et ça m'amène à un cas tout récent là en France, mais qui illustre bien mes propos. Il y a une réforme en cours là en France que vous deviez bien connaître. Quelqu'un peut me dire laquelle? L'âge de la retraite, oui, vous l'avez dit. Ça a passé le cap du Conseil d'État. C'est-à-dire que le Conseil d'État, il me semble que c'était il y a 2 semaines, c'était tout récent, a validé donc le projet de texte rédigé par le gouvernement concernant donc cette réforme de la retraite. Et donc, le Conseil d'État a émis un avis juridique, mais ne discute pas, comme les politiques en discutent partout, donc maintenant, sur la pertinence ou la non-pertinence de cette réforme. Deuxième point. Je vais vous parler du cas de Madagascar et je vais vous parler un peu plus longuement donc des demandes d'avis dont le Conseil d'État est donc saisi ici à Madagascar. C'est surtout donc ce qui existe actuellement à Madagascar.
Le cadre juridique, ça a été déjà prévu en fait par la Constitution initiale même de 92, mais il a fallu attendre après donc la loi organique 2004-036 pour que ces attributions consultatives soient expliquées un peu plus en détail. Et je dois vous dire que, à la lecture de ces articles 233 et 234 de la de la LOCS, la loi organique relative à la Cour suprême, il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas assez claires, ce qui a emmené quelques-uns d'entre nous ici, donc collègues du Conseil d'État, dont certains sont devenus d'éminents conseillers de l'État maintenant, à rédiger un projet de décret explicitant ces attributions consultatives. Le projet, il est rédigé, hein, il existe, mais je crois qu'il est quelque part dans les tiroirs là-haut. Et donc, ces demandes d'avis, elles émanent des autorités centrales, et ce qui m'amènera à parler des TA, des tribunaux administratifs à la fin. C'est-à-dire que les autorités centrales, ce sont ceux qui dépendent directement du gouvernement, les ministères, les directions centrales. Toute demande d'avis émanant des CTD devant être traitée par l'ETA. Ces demandes d'avis portent sur un projet de loi ou un projet de règlement, ou bien, surtout la deuxième option qui est choisie, demande, c'est un éclairage sur les difficultés d'application ou d'interprétation d'un texte législatif ou réglementaire. C'est-à-dire que si une administration donc, se trouve devant un petit dilemme par rapport à un cas où ils ne savent pas comment il faut appliquer tel ou tel texte, ils peuvent donc saisir directement le Conseil d'État en formulant une demande d'avis, en demandant un avis donc, du Conseil d'État sur comment appliquer tel ou tel texte. Comment se passe ces demandes d'avis au niveau du Conseil d'État? En ce qui concerne les règles de forme, il y a toute une souplesse sur ces cas-là, c'est-à-dire que là, on ne va pas pinailler sur les règles de recevabilité. Toute demande est en principe recevable, même si c'est rédigé sur un petit bout de papier. J'exagère à l'extrême là, mais on va dire que du moment que cette demande émane d'une administration centrale, on va recevoir la demande parce que justement, oui, on encourage les administrations à nous saisir. Et si par malheur, donc, ces demandes sont rédigées, on va dire un peu maladroitement, on ne va pas pinailler là-dessus, on va dire que la demande d'avis est toujours recevable. La question doit porter sur une question d'intérêt général, bien sûr, et doit être impersonnelle. J'explique un peu sur le caractère impersonnel de la demande d'avis parce qu'il ne faut pas entrer dans ce qu'on appelle le précontentieux. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'un établissement public veuille soit par exemple donc amené à réduire son personnel, il pourrait nous demander quel texte adopter en vue donc de réduire son personnel. Ça, on dirait que cette demande d'avis, on peut le traiter. Mais si par exemple ce même établissement public dit dans mon établissement public, il y a un élément perturbateur que je voudrais bien licencier, comment je vais faire? Là, on entre dans ce qu'on appelle le précontentieux, parce que là, donc, on aurait en nos éléments que la voix de l'administration. Et là, les juridictions administratives suprêmes se disent qu'il vaut mieux qu'il y ait quand même application de cette règle fondamentale aussi en droit administratif, qui est la règle des droits de la défense, qui veuille que l'on écoute cet élément perturbateur qu'on qualifie de perturbateur. Peut-être qu'il n'est pas si perturbateur que ça. Hein. Et donc, en ce moment-là, on ne va pas traiter cette demande d'avis, puisque là, c'est déjà personnalisé et il vaut mieux entendre la version de l'autre partie. Dernier point qui nécessite beaucoup d'efforts de la part des juridictions administratives, parce que des fois on nous le reproche. Si l'administration nous demande un avis, dans combien de temps on est capable d'y répondre? À une certaine époque, si ma mémoire est bonne, on y répondait en environ 1 mois.
Et quand je dis en environ un mois, ça veut dire qu'à partir de 1 mois après la saisine, la réponse est parvenue effectivement entre les mains du demandeur d'avis. Et donc, il appartient au Conseil d'État de faire des efforts pour accélérer le traitement de ces demandes d'avis qui sont en nombre plus ou moins constant donc à travers les années. Alors là, il n'y a pas eu, je pense, enfin, je parle sous le contrôle de mes collègues, n'ayant plus contact direct avec ces questions-là depuis quelques années maintenant, mais il me semble que ces demandes d'avis sont plus ou moins constants, c'est-à-dire que ça n'augmente pas, ça ne diminue pas à travers les années, mais leur nombre est plus ou moins constant. Quelle est la procédure alors? En 4 étapes et rapidement, enregistrement donc de la demande au greffe. Ensuite, ça passe au président du Conseil d'État et en même temps aussi, puisque la demande est formulée normalement en 2 exemplaires au commissaire général de la loi, le CGL. Ces 2 personnes-là donc vont désigner ce qu'on appelle le rapporteur. Et le rapporteur, dans la formation actuelle du Conseil d'État, se trouve dans la 4e chambre où siège ma collègue Antonia Rakutarvelu. Le rapporteur va donc rédiger un projet d'avis en collaboration avec le commissaire de la loi. Et l'organe suprême qui va statuer sur la demande d'avis, c'est l'Assemblée générale du Conseil d'État, qui rassemble donc tous les membres du Conseil d'État et qui vont donc débattre du projet d'avis. Cette fois-ci, on l'appelle le projet d'avis, rédigé par le rapporteur en collaboration avec le commissaire de la loi. Et si l'Assemblée générale valide le projet du rapporteur, il est notifié à l'administration demanderesse. Si l'AG le retoque, eh ben, ça veut dire que le rapporteur doit revoir sa copie et revenir après à l'AG jusqu'à ce qu'il y ait donc une position claire et tranchée qui est décidée par l'Assemblée générale. Et voilà, ça ressemble à ça, à un avis du Conseil d'État. Ben, normalement, puisqu'il n'y a pas trop de règles, enfin, il n'y a non plus aucune règle qui dise qu'on peut publier les avis. Là, c'est juste la première page d'un avis que j'ai mis là, donc avec la forme, c'est-à-dire l'administration demanderesse. On explique un peu la problématique, on met les visas des textes, et ensuite, à la 2e page, commence donc la solution qui est proposée par le Conseil d'État. On va aborder maintenant le cas donc des rapports et des études qui peuvent être menés par le Conseil d'État. Le cadre juridique, c'est le même article de la Constitution. Et au niveau de la LOCS, ce sont cette fois-ci les articles 235 et 236 qui les évoquent. Je pense que vous avez accès à ces textes-là, donc j'ai trouvé que ce n'est pas utile de vous les remettre ici. Les études sont menées à la demande du Premier ministre ou des gouverneurs des provinces, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, porte cette fois-ci donc sur la rédaction des textes législatifs ou réglementaires, c'est-à-dire que là, c'est déjà dans notre Constitution actuelle, ça, je n'invente rien. Le Conseil d'État donc peut être amené à rédiger tout un texte du moment que la demande émane du Premier ministre ou bien des gouverneurs des provinces, du moment que ces textes, et alors là, ça c'est une limitation que je trouve regrettable, parce que notre Constitution, c'est bien d'avoir une Constitution détaillée, mais lorsque la Constitution est trop détaillée aussi, ça nous laisse très peu de marge de manœuvre, puisque là, par exemple, la Constitution dit très clairement que le Conseil d'État ne peut effectuer des études que tant que ces études portent sur le fonctionnement, les missions des services publics, et ça nous ramène au thème qui a été traité cet après-midi par Monsieur le Président du tribunal administratif. Comment se passe la procédure? Cette fois-ci, on crée ce qu'on appelle un comité d'études et de réflexion. Et ce comité d'études et de réflexion peut s'adjoindre des experts, parce qu'il est évident donc, que lorsqu'on doit faire des études sur des ministères sectoriels, dont au niveau du Conseil d'État, on ne sait pas tout sur tout, hein. J'évoquais tout à l'heure le cas du ministère de l'Agriculture. Il peut donc arriver que si on nous demandait de rédiger un texte concernant le département de l'Agriculture, les textes prévoient donc que le Conseil d'État peut s'adjoindre des experts.
Mais ce n'est pas du tout le propos d'aujourd'hui. Qui dit expert dit honoraire. Et là, c'est une autre question que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Comme les demandes d'avis aussi, donc l'étude doit être validée par l'Assemblée générale du Conseil d'État. Et si l'étude est validée, donc il est donné à l'administration de Monderès. Sinon, le comité d'études et de réflexion doit également revoir sa copie. Le rapport annuel de la Cour suprême, c'est prévu par la Constitution. Il doit être adressé au PRM, PM, PAN, PCNA, GSMJ et au CSM. Il me semble qu'on ne l'a pas encore fait. D'accord. Il devrait retracer donc les principales activités de la justice, l'état d'exécution des décisions rendues et aussi et surtout, là, le dernier point, la Cour suprême, dans son rapport annuel, peut donc traiter un thème de son choix. Et le Conseil d'État qui, en France, le Conseil d'État en France qui établit également un rapport annuel, donc annuellement choisit un thème d'étude qu'il approfondit et sur lequel donc il émet beaucoup de recommandations en vue de prendre par la suite des textes qui sont immédiatement applicables. Et généralement, les études qui sont menées par le Conseil d'État français sont suivies effectivement donc de débats et ensuite d'adoption de textes après. À Madagascar, je ne sais pas si on aurait donc la chance de rédiger un jour ce rapport annuel de la Cour suprême. On pourrait parler, je ne sais pas moi, puisqu'on est limité au service public, on pourrait traiter par exemple, je ne sais pas, j'invente là, enfin non, je n'invente pas. On pourrait choisir comme thème la simplification de la procédure dans l'administration. Ça pourrait être pertinent ça, puisque quand vous allez dans une administration A pour demander un papier petit a, des fois il vous arrive qu'on renvoie à une administration B où on vous demande de donner d'abord le papier que vous êtes censé demander à l'administration A. Et je trouve que des fois, ça va un peu trop loin. Il y a beaucoup de démarches administratives que moi, à titre personnel, mais moi je parle en mon nom personnel, que je trouve totalement inutiles, d'autant plus inutiles que lorsque vous connaissez quelqu'un, en fait, dans l'administration, en fait, je ne devrais pas dire ça, mais je le dis. Cette procédure qui est censée être si compliquée que ça, ça s'accélère. Ça s'accélère. Et donc, il serait peut-être utile, même pour l'administration elle-même, qui a peut-être une énorme volonté d'accélérer les réformes que l'administration propose, mais qui est limitée par sa propre capacité de mouvement, puisque cette administration, dès qu'elle doit faire un petit mouvement comme ça, pour faire la moindre dépense, doit avoir en ses mains donc un certain nombre de papiers qui pourraient être largement simplifiés à mon avis. Et donc, il serait peut-être opportun de penser à une étude générale sur la simplification administrative à Madagascar qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes du quotidien. Le rapport officiel est donc publié au JORM. Parlons maintenant, et pour en finir sur ça, des attributions consultatives des tribunaux administratifs. Monsieur le président du théâtre de Tana l'avait évoqué aussi. La base juridique, cette fois-ci, donc c'est la loi 2001-025, notamment en son article 10. Et comme je le disais tout à l'heure, donc les TA peuvent également être saisis de demandes d'avis des autorités provinciales et décentralisées. Et la procédure est la même que devant le CE. Sauf que cette fois-ci, donc, ce seront les maires, les régions et la province qui peuvent donc saisir le TA. Et cette procédure, je pense, est à vulgariser très largement auprès des maires parce que ça résoudrait aussi, à mon sens, beaucoup de problèmes. Les perspectives de ces attributions consultatives, puisque je l'avais évoqué, donc si dans plusieurs pays, j'en ai fait un petit panorama là des pays où ces attributions consultatives sont bien assises, bien ancrées dans les habitudes de l'administration. Chez nous, on en est encore, si je peux me le permettre ainsi, au balbutiement.
mais positivons et disons donc que, en premier lieu, pour peut-être faire avancer les choses de manière procédurielle, si on pouvait adopter donc cet avant-projet de décret sur les attributions consultatives du Conseil d'État qui sont quelque part dans les tiroirs en haut, de telle sorte que le gouvernement par la suite saisisse plus fréquemment donc le Conseil d'État et que cela contribue au rayonnement donc des attributions consultatives de la juridiction administrative à Madagascar. Alors vous allez me poser la question, est-ce que vous en avez la capacité? Moi non, mes collègues si, parce qu'entre-temps mes collègues ont eu le temps de voir un petit peu le panorama de l'administration. Donc on imagine que le jour où ils finiront ce qu'on appelle leur tour extérieur et qu'ils reviendront à la maison, ils auront tout ce bagage intellectuel nécessaire puisqu'ayant été donc au premier rang dans l'administration active, ils sauront conseiller utilement l'administration sur les démarches à faire. Et l'on espère que cela aboutira à une amélioration notable du travail de production normative à Madagascar. Ce qui m'amène à vous remercier de votre aimable attention.